Merci de nous rejoindre sur Médian et bienvenue dans Hebdo Santé. Nous parlons dans ce numéro de la prise en charge des personnes souffrant de troubles mentaux dans les camps de prière en Côte d'Ivoire. Pourquoi se retrouvent-ils dans des camps de prière et pourquoi leur apporter une prise en charge là-bas ? Est-ce une solution à la grave pénurie de professionnels de la santé mentale dont souffre la région africaine selon l'Organisation mondiale de la santé? Nous essaierons de comprendre avec des experts de la question. Nous irons également au Niger et au Sénégal pour voir comment se fait la prise en charge des sujets atteints de troubles mentaux en dépit de l'insuffisance de professionnels de la santé mentale. Voilà, donc deux invités avec moi sur ce plateau pour justement en parler. Docteur Kwaka Izi Jean-Vincent, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, vous êtes docteur en socio-anthropologie de la santé. Oui. Vous intervenez dans la santé mentale et vous avez comme axe de réflexion, on dira santé mentale et systèmes médicaux, stigmatisation et inclusion sociale des malades mentaux, suicide et masculinité, santé mentale et engagement communautaire. Et cela donc vous vaut le poste de coordonnateur des activités communautaires du plaidoyer et la recherche opérationnelle à l'ONG Mindful Change Foundation Côte d'Ivoire. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous êtes basé à Boaké? Oui, nous sommes à Boaké. D'accord. Et vous nous faites l'amitié de revenir sur le plateau d'Hebdo Santé, monsieur Kwasi Emisati. Bonjour. Bonjour monsieur. Alors vous êtes psychologue à Chivoisis et site-auteur spécialisé dans les questions du suicide, également formateur et secrétaire général adjoint du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. C'est bien ça? C'est bien ça. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission. Je le disais à l'instant, il y a pénurie donc de personnel de santé mentale dans la région africaine selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce la raison pour laquelle on assiste à une forte présence des personnes souffrant de troubles mentaux donc, dans les camps de prière? Ok, merci bien. Alors, la présence des personnes vivant avec une maladie mentale et même l'épilepsie dans les camps de prière s'explique par une pluralité de facteurs. Et généralement, ce sont des facteurs qui sont en interaction. Vous avez de suite parlé de l'insuffisance même de professionnels de santé, de l'insuffisance même d'infrastructures. C'est l'un des facteurs majeurs. Parce que si on a des psychiatres, si on a des infirmiers spécialisés qui sont à proximité, qui sont dans les centres de santé de proximité et qui offrent les services aux communautés, il va sans dire que lorsqu'une personne fait face à un problème de santé mentale ou à une maladie mentale, la personne va s'orienter là-bas. Et tout ça accompagné par des campagnes de sensibilisation. Mais quand on est dans un contexte où les soins de santé mentale ne sont pas à proximité des communautés, c'est pas sûr que ces communautés-là s'orientent vers les centres de santé de proximité ou même l'hôpital psychiatrique pour les soins. Au-delà de cela, il y a les questions de connotation, le système de pensée en lien avec les maladies mentales. Généralement, dans nos contextes, les communautés ont des conceptions magico-religieuses liées aux maladies mentales liées à l'épilepsie. On dirait par exemple c'est un sort, c'est l'envoûtement, c'est parce que la personne ne s'est pas conformée à des interdits sociaux. Donc ça fait le second facteur qui explique le recours des personnes vers les camps de prière. L'autre facteur également, ce sont les formes d'assistance, je dirais sociale, psychiatrique et psychologique que proposent les camps de prière. D'accord. Généralement, on s'est rendu compte que les pensionnaires des camps de prière sont d'ethnie baoulé. Celui même qui tient le camp de prière est d'ethnie baoulé. Donc quand vous rentrez dans son camp de prière, le monsieur va vous dire Yako. Ah bon? Oui. D'accord. Celui qui vient, il comprend le sens du mot Yako. Celui qui communique également, il comprend. Donc ils sont sur la même longueur d'onde. Et quand on change de région, c'est pareil? Oui, généralement, les camps de prière en Côte d'Ivoire sont tenus par des personnes d'ethnie baoulé. Peu importe les régions, ce sont les baoulés qui tiennent ces camps de prière. Oui, la majorité. Comme je l'ai si bien souligné, la majorité. Quand vous prenez par exemple la région de Béké, il y a assez de camps de prière. Quand vous prenez également la région de la Nawa, parce que dans la région de la Nawa, il y a une forte communauté baoulée là-bas. D'accord. Et quand vous prenez également le sud de la Côte d'Ivoire, même à l'est, vous allez retrouver pas mal de camps de prière. Donc comme je l'ai si bien souligné, ce sont les formes d'assistance psychiatrique, psychologique et même sociale que proposent ces structures qui expliquent en partie le recours des communautés vers ces structures. Monsieur Kwasi, sur la question. Sur la question de pourquoi les personnes ont recours au centre de prière,
il a donné des facteurs très intéressants. Et j'aimerais revenir sur le fameux sens accordé par la communauté à la maladie. Effectivement, vous vous tournez vers ce que vous pensez qui peut vous aider. Il y a l'idée que si j'ai une maladie physique, je vais chez le docteur. Si j'ai une maladie de l'ordre du mental, chose qui ne se voit pas, on va commencer à inférer qu'est-ce que c'est que le mental. Et si ça ne se voit pas, alors que l'esprit humain est structuré de la même manière que le corps est structuré, il a un commencement, il a des hauts, il a des soubassements, mais on ne voit pas, donc chacun va y donner un sens. Et chez nous, en psychologie, on parle du sens du symptôme et de la maladie. Si je dis que c'est d'origine spirituelle, je n'ai aucune raison d'aller vers le docteur, le médecin. Et quand je vais vers le docteur, le médecin, le gars qui va me parler là, ça ne va pas me convaincre. Parce que le simple fait d'entendre maladie, c'est compliqué. On se dit ça ne va pas. Et donc je vais vers le guérisseur qui va me dire, ça c'est un problème qu'on peut soigner. Ça demande ce qu'on appelle une présence physique. Et si j'arrive à voir le mal, qu'on peut me donner un truc qui va guérir le mal en question, alors ma solution est tout trouvée. Pourquoi aller quelque part où je ne vois rien? S'il parle, pourquoi ne pas aller vers le prêtre? Je pense que c'est des questions qui reviennent en tout cas. On ne voit pas. D'accord. Alors, docteur Aka, vous avez fait le constat, vous avez effectivement trouvé des malades donc, dans ces camps de prière et vous vous êtes dit qu'en plus donc, des prières, vous pouvez ajouter la dimension médicale. Vous pouvez donc apporter donc, des soins médicaux. Et c'est à la faveur donc, de ce constat que vous avez lancé, vous avez mis en place le projet Kansi, que nous allons découvrir maintenant avec sa coordonnatrice. Alors, le projet Kansi est un projet qui consiste pour les agents de santé, les travailleurs sociaux, les agents de santé communautaires, à aller dans les camps de prière, à attribuer et octroyer des soins aux personnes qui souffrent de maladies mentales et de l'épilepsie, qui vivent dans les camps de prière. Parce qu'il faut dire que la majeure partie des patients qui souffrent de maladies mentales résident généralement dans les camps de prière parce que la perception africaine stipule que c'est une maladie spirituelle. Voilà, du coup, la population rejoint un peu plus ces structures non conventionnelles-là pour leur prise en charge et à la recherche d'une guérison. Du coup, pour pouvoir pallier à ce déficit, parce qu'ils sont là-bas, ils n'ont que des prières, des séances de délivrance, alors qu'ils souffrent de maladies réellement. Donc, nous, on a décidé d'aller avec les agents de santé, les spécialistes du domaine, vers ces camps de prière et faire la prise en charge des patients qui y vivent là-bas, tout en les laissant dans leurs croyances, mais en leur donnant aussi des soins modernes. Alors nous le disions effectivement à l'instant, quels sont les critères qui ont milité à la faveur de ces malades qui ont bénéficié du projet, Dr Aka? Alors merci. Alors pour bénéficier du projet, il faut d'abord souffrir de maladies mentales aiguës. Quand je parle de maladies mentales aiguës, j'entends la schizophrénie, je parle des troubles bipolaires et la dépression. Ce sont les critères. Donc il faut souffrir de ces pathologies et également résider dans nos zones d'intervention, c'est-à-dire les zones qu'on a ciblées dans le cadre de ce projet. Ce sont donc les zones du Béquet, vous l'avez dit. La région sanitaire du Béquet et nous avons la région sanitaire de la Nawa, c'est-à-dire Sobré. D'accord. Donc ce qui a milité pour le choix, c'est que c'est dans ces deux régions en Côte d'Ivoire où il y a assez de camps de prière. D'accord, la responsable, la coordonnatrice l'a dit tout à l'heure, tout en les laissant donc dans leurs croyances, on leur apporte donc des soins. Alors comment le projet a été mené, comment le projet a été exécuté, quels sont les résultats? Voyons en image quelques preuves. Le projet était sur une durée de 6 mois, la prise en charge pratique. Sur 6 mois, nous avons commencé d'abord le premier mois par l'évaluation initiale. Après ça, la prise en charge était sur 6 mois. On avait 2 infirmiers spécialistes en psychiatrie et un médecin psychiatre référent qui assurait la supervision de la prise en charge des infirmiers de patients dans les camps de prière. Et là, c'est dans l'un des camps de prière que vous allez visiter aujourd'hui. Nous sommes partis pour faire les consultations de routine mensuelles, que comme nous le faisons par mois. Là, voici le médecin, voici une patiente là, voici le responsable des camps de prière. Et quand nous partons, dites que la particularité de ce projet, c'était de distribuer, d'octroyer des médicaments gratuitement aux patients. Dans le projet, il était question de prendre en charge 100 patients gratuitement. Alors quand on va, le médecin qui fait sa consultation, le patient qui est là, et moi je suis derrière, vous me voyez juste là, en train de servir les médicaments pour donner aux patients. On a juste le responsable du camp de prière qui est là, son adjoint qui est assis ici,
le médecin qui est là et puis la patiente, la première patiente qui est en train de consulter comme ça. C'est un projet vraiment qui a porté vraiment ses fruits. Parce que comme je vous l'ai dit tantôt, pour une maladie qui est considérée comme une maladie spirituelle pour des parents, et aujourd'hui, en moins de 3 mois, quand ils voient que les médicaments que nous apportons aux patients, ainsi que la prière, rendaient la guérison plus facile et plus rapide, ils se disent que bon, est-ce qu'on avait vraiment raison de penser que c'était une question vraiment spirituelle? Ainsi que les ressorts des camps de prière eux-mêmes. Donc, il y en a, jusqu'aujourd'hui, c'est vrai que le projet a pris fin, il y a des ressorts des camps de prière qui reçoivent des patients qui sont vraiment agités. Ils nous appellent, est-ce que vous ne pouvez pas venir pour les stabiliser? Parce que quand on voit que le patient est agité, les spécialistes savent ce qu'ils doivent faire pour canaliser le patient afin de lui octroyer les soins. Donc aujourd'hui, les ressorts des camps de prière et les parents ont compris que la question n'est pas vraiment d'ordre spirituel en première ligne. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne se trompent pas de direction à la recherche de guérison des patients? Les responsables du projet sont venus dans mon camp de prière et ils m'ont dit qu'ils font la prise en charge médicale des personnes souffrant de troubles mentaux. Ils ont demandé qu'on puisse collaborer. J'ai accepté et je leur ai réservé un bon accueil. Et quand ils ont envoyé les médicaments, beaucoup de personnes ont été guéries. Mais ils ne viennent plus depuis un moment alors qu'il y a encore des malades dans le camp. J'avoue que les médicaments sont venus apporter un plus à la prière que je fais déjà. Sinon, vous aurez trouvé du monde ici. Et je trouve que c'est un très bon projet. C'est pourquoi j'appelle régulièrement Dr Aka pour lui demander quand est-ce qu'ils viendront avec les médicaments. Ça me fait 4 ans ici. Dans les débuts, on m'a dit que je souffrais d'épilepsie. Mais l'homme de Dieu a dit que j'étais sous l'emprise des mauvais esprits. Avec les prières, ma situation s'est un peu améliorée. Et quand j'ai pris les médicaments, ça va. Je suis totalement guérie. Quand ils envoient les médicaments même, c'est moi qui suis chargée de suivre tous les patients du camp pour qu'ils prennent correctement leurs médicaments. Chaque jour, je fais le tour chez tous les patients et je leur demande, est-ce que ça va? Est-ce que vous prenez les médicaments? Ils me disent oui, on prend les médicaments. Et je dis, est-ce que vous les prenez bien? Ils disent oui, on prend bien les médicaments. J'ai une maladie d'épilepsie. Ça me fatigue. Je suis venu en 2022. Actuellement, ça me fait 2 ans et 3 ans. Donc, quand le vieux est venu, le vieux a pris pour moi. Allez là, ça va. Depuis j'ai commencé à prendre les médicaments, je me sens mieux. À la vérité, tous ceux qui ont été traités avec les médicaments, en plus des prières de l'homme de Dieu, ont été tous guéris. Certains ont regagné leur domicile, d'autres sont encore présents. Mais il n'y a plus de médicaments et on n'a plus de leurs nouvelles. Avec ce projet, et les ressorts des camps de prière, et les patients, et les parents des patients eux-mêmes, ils ont changé de perception. C'était l'un des volets du projet qui était là. Le changement de mentalité, le changement de perception des différentes parties prenantes. C'était vraiment ça. Donc, quand on faisait l'évaluation finale, les recommandations étaient que le projet continue. D'autres recommandations étaient qu'on étende encore. Les responsables des camps de prière qui disent, mais chez tel collègue, il y a plein de patients. Est-ce que si le projet commence, vous ne pouvez pas étendre chez lui pour lui apporter des aides? C'est un projet, on va dire que nous-mêmes qui avons chapeauté, nous sommes très heureux et très fiers d'avoir mis en œuvre ce projet. Si le projet doit se poursuivre, je ne sais pas si on pourra traiter à la fois les 541 camps de prière sur le territoire national, mais on va vraiment plus miser sur la sensibilisation. Parce que on s'est dit que tout part de là. La question de la sensibilisation, la question de parler réellement de ce que c'est que la maladie mentale. La question de parler vraiment de la maladie mentale. Du coup, on va accentuer tout ce qui est sensibilisation sur la question et faire comprendre, avec le témoignage du projet pilote, faire comprendre à la population, faire comprendre aux patients, faire comprendre aux parents des patients que ce n'est pas vraiment une question d'ordre vraiment spirituel et que les médecins, les spécialistes pourraient apporter le plus à la guérison, au traitement de cette pathologie.
Très bon projet. Très Les bon résultats projet. sont vraiment à saluer. Alors, Monsieur Kwasi, avec l'œil donc du spécialiste, du psychologue, vous, quand Madame la coordonnatrice du projet dit que ce projet a permis donc de changer un peu les perceptions, alors comment vous réagissez? Alors merci. Justement, je voulais parler de tout ce qu'elle a dit. Effectivement, c'est une très bonne approche. On n'a pas assez de spécialistes sur le terrain. Ça, c'est un fait qui est probant et les données le prouvent. Donc la population aussi a sa manière de traiter la pathologie mentale et de la considérer. Mais si vous venez et vous leur dites que c'est pas ça, ça risque de se fermer. Chaque communauté a, on va dire, ses fondements, ses bases culturelles, qu'on parle de mes valeurs. Donc ils ont peur que leurs valeurs soient détruites et changées. Pour lui, ce qu'il est en train de faire, c'est une bonne action. Et quand le professionnel l'approche en termes de collaboration, le message qu'il transmet, c'est « je comprends vos valeurs, voici le plus que je vous apporte. Je ne veux pas changer vos manières de faire, mais je vous dis que si on ajoute ça là, ça sera un peu mieux. » Imaginez un cuistot et puis on lui dit « ce que tu fais est bien, mais si tu ajoutes ça, ça pourrait être meilleur. » Alors, docteur K, vous étiez au cœur donc de ce projet. Oui. Même c'est vous qui êtes allé dans ce camp avec nos équipes pour voir un peu ce qui a été fait. Alors, dans la pratique, est-ce qu'il y a eu des difficultés? Est-ce que vous avez rencontré quelques problèmes? Oui, non, dès l'entame du projet, nous avons fait face à certaines contraintes. Vous voyez que c'est comme si nous déportions un système médical dans un système médical, et forcément ça va engendrer des conflits d'intérêts. Et pour ce faire, quand on est arrivé, on a négocié avec ces acteurs. L'une des stratégies de négociation, c'est de donner le pouvoir, la possibilité à l'individu restant en camp de prière d'exprimer, de jouir de son pouvoir. Parce que quand bien même vous avez le titre de docteur, de médecin, quand vous arrivez dans un camp de prière, le camp de prière c'est l'espace d'expression du pouvoir du monsieur. Donc on leur a donné la possibilité d'exercer leur pouvoir. L'autre stratégie également, c'était de se conformer aux valeurs, aux normes des camps de prière. C'est ce que M. Kwasi l'a si bien souligné. Vous arrivez dans un camp de prière, ils ont des normes, ils ont des valeurs qui régulent le comportement des uns des autres. Il faut se conformer avec. Par exemple, quand on prend les camps de prière d'Ema, avant d'avoir accès à l'espace même du camp de prière, on vous demande de laver vos pieds, de laver les mains. Donc chaque fois que nous sommes arrivés dans les camps de prière, nous sommes conformés à ces normes. Également, lorsqu'on a fait la pré-évaluation, il y a certains qui ont exprimé des besoins. D'autres sont allés à exprimer des besoins en construction même du temple, construction de maisons. On leur a ouvertement dit le projet n'a pas un véritable fond. Pour ce faire, de façon franche, nous ne pouvons pas construire de maison pour vous. Mais nous pouvons quand même acheter de l'huile, du savon, des sacs de riz que nous pouvons mettre à votre disposition. Quand on sait que la prise même des médicaments quand même fait manger les patients. Donc voici pêle-mêle des stratégies que nous avons pu développer pour pouvoir réussir ce projet. Mais également, quand on a commencé, le véhicule est tombé en panne. Je me souviens très bien, on faisait l'axe Soubré-Gagnoua. Le véhicule est tombé en panne 2 fois. D'accord. On était obligé de rentrer aux environs de 22h, 23h comme ça à Boaké. Et également, quand on a commencé le projet, on a fait 1 mois où il y avait une rupture de médicaments. Mais cette rupture de médicaments, vous voyez que les médicaments constituent l'un des piliers même pour l'effectivité de ce projet. Mais si les médicaments manquent, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse combler ce vide? Donc ça apportait un coup même en 1 mois, 2 mois par là à l'atteinte même de nos objectifs. De vos objectifs. Dieu merci, vous avez pu donc les atteindre. Un projet ô combien pertinent. Alors, M. Kwasi l'a dit tout à l'heure, c'est une approche à saluer. Nous avons donc interrogé également un autre spécialiste de la question, un psychiatre qui donne donc son analyse de cette approche. Je crois que c'est une approche excellente, pour la simple raison que pendant longtemps, la plupart des malades qui étaient dans les camps de prière, moi-même j'ai fait des visites à titre personnel, beaucoup ne bénéficiaient que du soutien spirituel prière et il n'y avait pas de soins médicaux. Donc on a estimé que la prière seule ne suffit pas tout le temps, puisque la médecine même est l'émanation de Dieu. Et donc, certains malades ont besoin de médicaments. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que beaucoup de personnes dans les camps de prière ont compris que les malades ont besoin de soins médicaux. C'est un droit, les soins de santé. Et que même si on doit prier, je ne suis pas contre que les malades bénéficient de soins médicaux. Donc, je me souviens de la période antique. On parlait de la prééminence de la religion à cette époque. Donc, les malades mentaux étaient considérés comme des personnes possédées.
Donc ce n'est pas une pratique qui date de maintenant. Mais chez nous, ça n'a pas beaucoup évolué. Mais petit à petit, moi-même, j'ai eu à faire, j'ai eu l'opportunité de faire des sensibilisations. Donc beaucoup de pasteurs qui gèrent les camps de prière, quand ils ont les malades, ils viennent à l'hôpital, on fait les consultations, on fait les prescriptions et ils utilisent aussi bien les médicaments et ils complètent avec la prière. Alors, je voulais préciser une notion, c'est qu'en psychiatrie, on parle rarement de guérison. On parle du malade qui est stabilisé. Alors, il n'y a pas de guérison. Est-ce que ce ne sont pas des limites à ce projet? C'est vrai que vous êtes allé, vous avez pris en charge donc les malades, mais après les avoir stabilisés, ils doivent continuer donc à prendre les médicaments. Est-ce qu'il n'y a pas un goût d'inachevé, Dr Aka? Bon, c'est le hic de ce projet. Comme tout projet, il y a un début puis il y a une fin. C'est un peu ça. On a commencé à donner des médicaments à ses frères et sœurs qui souffrent de maladies mentales sur une période de 6 mois. Ils sont stables. Malheureusement, le projet a pris fin en octobre 2023. Il faut craindre des rechutes, par exemple. Oui, il faut craindre des rechutes. Mais n'empêche qu'au sein de l'ONG Manufacturing Foundation Côte d'Ivoire, bien que le projet ait pris fin, il y a des missions que nous effectuons, continuons d'effectuer dans les camps de prière. D'accord. Alors, toujours donc dans la même dynamique de mieux prendre en charge les personnes souffrant de maladies mentales, nous allons voir ce qui se fait au Niger dans ce reportage de notre consoeur Anatou Daouda Oumarou, journaliste au groupe Enfani. Le pavillon E de l'hôpital national du Niamey est spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de troubles mentaux. Créé après l'indépendance, le service offre un suivi médical et psychologique adapté à chaque patient, avec une équipe pluridisciplinaire composée de psychiatres, psychologues, techniciens supérieurs et infirmiers en santé mentale, ainsi que des assistants sociaux. Selon les statistiques disponibles de 2022 à 2023, environ 1800 malades mentaux ont recouvré la santé. De l'avis des spécialistes, l'approche thérapeutique utilisée dans le traitement des malades mentaux n'est pas standardisée. C'est-à-dire, il n'y a pas un traitement privilégié. Le traitement est adapté en fonction du type de la pathologie présentée par le patient. C'est au cas par cas et chaque cas est un cas. Il faut également noter que le pavillon E offre un soutien aux familles des malades pour mieux comprendre et gérer les troubles mentaux. Merci à Anatou Daouda Oumarou. On va maintenant donc pour le Sénégal avec le centre Ansoumana Dione que nous présente Boudal Ndiat. Il est journaliste au groupe Immédiat. Le Sénégal a apporté une innovation de taille dans le traitement des malades mentaux errants avec le centre Ansoumana Dione situé à Kaolack. Créé pour lutter contre l'errance des malades mentaux, ce centre a débuté ses activités formellement en 2023. La technique opérationnelle adoptée par le centre Ansoumana Dione pour réussir ce projet est le suivant. Une fois récupérés, les malades sont ensuite internés et pris en charge. Dès qu'ils sont guéris, le centre les aide à se réinsérer dans la société. Ainsi, depuis sa création, le centre Ansoumana Dione a pu accompagner plus d'une trentaine de personnes souffrant de maladies psychiatriques à recouvrer la santé, selon le directeur du centre. Les familles, visiblement heureuses, retrouvent leurs parents pris en charge dans des meilleures conditions au centre Ansoumana Dione de Kaolack, un modèle qui pourrait être dupliqué d'abord dans les différentes régions du Sénégal, mais également dans certaines villes et capitales africaines où pullulent plusieurs malades mentaux dans les rues. Bien, monsieur, on a vu donc le camp aussi en Côte d'Ivoire, le pavillon E au Niger et le centre Ansoumana Dione au Sénégal. Alors, quelles sont les leçons apprises selon vous à travers ces différentes approches pour certainement redynamiser donc la prise en charge des maladies mentales sur le continent, dans certains pays africains, je dirais? D'accord. Alors, en termes de, avec ce qui a été entendu,
En termes de prise en charge de maladies mentales, par exemple, pour le projet du CAMSI, on a dit qu'il n'y a pas de guérison généralement maladie mentale. Ce serait bien pour stabiliser les personnes, parce que la maladie mentale, c'est un échec des mécanismes de défense. Il y a ce qu'on appelle en psychologie une psychoéducation, qui va permettre de stabiliser les personnes. Donc, avec la psychoéducation, on apprend à la famille et aux personnes autour comment empêcher les rechutes. Comme ça, quand la personne prend les médicaments, les rechutes sont espacées. Vous voulez voir, c'était 1 semaine, ça devient 3 semaines, 6 semaines, et vous avez une personne qui est stabilisée sur le long terme. C'est ce que vous pourrez retenir. Donc, associer plus de professionnels, même si c'est vrai que c'est difficile à trouver, mais je pense que ça pourrait donner plus d'impact à ce projet. D'accord. Merci infiniment, M. Kouassi. Alors, Dr. Aka, on termine avec vous. Alors, lorsqu'on prend un peu ces différents apports, ce CAMSI, avec les autres pays qu'on vient de visiter, qu'est-ce qu'on retient en termes de leçons apprises pour redynamiser donc, la prise en charge dans certains pays africains? Alors déjà, pour qu'on puisse arriver à une prise en charge, je dirais, holistique des problèmes de santé mentale, il faut les grands piliers du système de santé, à savoir la gouvernance, le leadership, le financement même dans le domaine de la santé mentale, en mettant en place des programmes, je voulais, nationaux de santé mentale. Mais à cela, il faut associer dans une dynamique collaborative les autres acteurs qui composent l'espace thérapeutique, à savoir les camps de prière, les centres de guérison traditionnels. Au-delà de la collaboration, il faut quand même leur participation. Dans le cadre du CAMSI, on a pris 2 points focaux qui résident dans les camps de prière. Également, à cela, il faut associer la sensibilisation, l'éducation sanitaire. Je pense que si nous mettons l'accent sur ces différents éléments, cela pourra permettre de faire asseoir un bon système de santé mentale dans nos différents pays. D'accord. En tout cas, merci à vous, Dr. Kouaka Izine Jean-Vincent. Je rappelle que vous êtes docteur en socio-anthropologie de la santé, coordonnateur des activités communautaires du plaidoyer et la recherche opérationnelle à l'ONG Mindful Change Foundation Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été là et pour toutes ces informations. Également à vous, M. Kouassi Emissati. Vous êtes psychologue à She Voices et psychotrauteur spécialisé dans les questions du suicide et formateur et secrétaire général adjoint du réseau des jeunes psychologues de Côte d'Ivoire. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, messieurs, dames, de nous avoir suivis. Merci en tout cas à l'équipe de réalisation, Ferdinand Kouakou, Fares Akora et Arnaud Dosso. Et grand merci à la Cenozo qui nous a permis donc de réaliser cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Média TV.